Chers amis, bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous. Une nouvelle rencontre passionnante, je l'espère, avec l'ensemble de vos commentaires et de vos témoignages, si vous le souhaitez, en dessous de cette vidéo, comme vous en avez l'habitude maintenant sur la chaîne. Bienvenue et bienvenue à celles qui s'installent confortablement dans ces canapés, qui le sont visiblement d'après les témoignages que nous avons. C'est Charla Carter qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Marc. Merci infiniment de répondre à notre invitation. Mais merci de m'avoir invité. Vous êtes Je suis bien, ravie. vous êtes bien installé? Je suis très bien installée, je suis très confortable. C'est l'essentiel. Il faut, vous avez vu, c'est très Chesterfield. C'est le petit côté américain, c'est ça? Ouais, anglo-saxon en tout cas. Hein. Anglo-saxon, je ne sais pas si oui, c'est anglais ou américain. C'est plus british. Ah ok. D'ordinaire. Mais j'ai le droit quand même de m'asseoir Mais là-dessus. vous avez le droit de vous asseoir dessus. Je suis Non, très mais c'est très content de vous accueillir parce que j'avais très envie de vous entendre. On dit de vous que vous êtes la plus française des Américaines, ça vous va? Sincèrement, je pense que je dois être une des plus françaises des américaines. Ouais. Vous n'avez pas un accent extrêmement prononcé de vos origines? Non. Il y a une petite pointe et une petite... J'ai quand même travaillé, hein. Oui, Ça fait plusieurs j'imagine. années que je travaille là-dessus. C'est vrai? Oui. Sincèrement, vous avez Non, travaillé je pour ça? travaille pas là-dessus. Non, j'ai beaucoup de chance. J'ai une assez bonne oreille musicale. Je chante tout le temps d'ailleurs. Et il paraît que ça aide beaucoup. Quand je suis arrivée en France il y a bien longtemps, on m'a mis tout de suite dans troisième année de français à mon université parce que j'avais cette histoire d'oreille. Et bon, voilà, comme je parle beaucoup, j'ai la possibilité de peaufiner encore plus mon français. Alors vous êtes, on va parler de votre parcours, mais il y a ceux évidemment qui vous connaissent, peut-être ceux qui ont hiberné pendant quelques années, qui se demandent qui vous êtes, Charla Carter, mais en tout cas vous êtes une figure emblématique d'une chaîne de télé qui s'appelle M6, d'une émission qui s'appelle Incroyable Transformation, Oui. dont on va parler. On a reçu Nicolas Waldorf, qui s'est installé, qui est un amour. Qui me taquine non-stop, mais je l'adore quand même. Ouais. Il est plus dans la saison, il a arrêté, hein, Incroyable Transformation. Écoutez, on a tous fait une petite pause là, hein, mais là ça recommence, hein, ça recommence dans 15 jours. Et il sera là? Il sera là, bien sûr. Il sera là. Ah si, si, si. Alors on va parler de votre parcours parce que évidemment vous êtes sur la chaîne du bien-être, vous êtes sur la chaîne du développement personnel. Est-ce que ces deux thématiques sont essentielles à votre équilibre, à votre vie aujourd'hui? Ça a toujours été vraiment quelque chose qui m'était, bon, sans que je sache, vraiment c'était très important pour moi d'être le bien-être. Déjà, c'est quelque chose de primordial parce que sans ça, je pense qu'on ne peut pas avancer dans la vie. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance toute ma vie. Je n'ai jamais eu trop de problèmes existentiels, on va dire. Mais je peux comprendre, et surtout, l'émission m'a fait comprendre que les gens qui ne sont pas bien dans leur peau, ils auront toujours du mal à se réaliser. Et c'est quelque chose, je pense que c'est quand même très important de travailler sur, justement, soi-même pour être bien équipé pour la vie. Alors, le principe de cette émission Incroyable Transformation, c'est que vous relookez les gens. Tout à fait. Parce que c'est pas... Bon, ça a l'air quand même assez superficiel, cette histoire de relooker quelqu'un. Parce que bon, le look de quelqu'un, c'est peut-être pas l'essentiel de la personnalité, mais il y en a beaucoup qui souffrent justement d'une manque de confiance, ils n'ont jamais su comment s'habiller, ils ont des petits problèmes physiologiques qu'ils n'ont jamais su les aménager. Et surtout quelqu'un de l'extérieur, moi et mon équipe, on peut arriver avec un avis plus indépendant, plus... Et ça peut paraître vraiment superficiel et pas très essentiel à la vie de quelqu'un, mais parfois, juste le simple fait de se voir autrement, moi je pense que ça peut changer une vie. Ouais, vous dites Incroyable Transformation m'a fait comprendre que toutes ces pages de mode que je faisais pendant toutes ces années ne correspondaient pas du tout à la réalité. Parce que moi je suis rédactrice et journaliste de mode. On va en parler, bien sûr. De base. Et pendant des années, je dois vraiment le dire honnêtement, je pense que j'ai jamais été méchante avec les mannequins, avec les gens avec qui je travaille. C'était vraiment un milieu très sympathique, ça l'est encore. Mais je ne m'en rendais vraiment pas compte que les pages que j'ai réalisées n'étaient pas... Bon, les pages étaient destinées à une femme qui achetait des magazines, le Vogue Australie, le Madame Figaro, le Gala, etc. Pour moi, je pensais que je rendais service, qu'elle comprenait tout de suite ce que j'essayais d'illustrer dans ces pages. Mais comment voulez-vous qu'elle se sent touchée par une photo d'un mannequin qui a à peine 20 ans, qui mesure minimum 1,78 m, qui pèse 52 kilos et qui est de force sublime? Il y avait quand même un disconnect. Et je ne me suis pas rendu compte de ça pendant vraiment très longtemps. Parce que vous étiez tellement véritablement dedans, dans le système. J'étais tellement dedans. Ouais. Et c'est vrai que le monde de la mode est un monde à part. Hein. C'est vrai que maintenant, avec un peu de recul, je me rends compte qu'on fait des photos de mode souvent pour les autres de notre milieu.
Ouais. Est-ce que tu as vu telle photo? Est-ce que tu as vu que tel photographe a fait ça? Est-ce que tu as vu les cheveux que tel a fait? C'est un tout petit monde. Et on fait ça. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent sincèrement bon, c'est pas qu'on rend service, mais on fait nos métiers et on pense que c'est un métier qui sert à instruire ou à donner quand même un petit push aux gens. Mais je me rends compte que vraiment pas, non. Non, je pense qu'une émission comme Incroyable Transformation, où on a un budget restreint, franchement, moins de 200 € par tête, et ça, je peux vous dire que ça compte parfois les sous-vêtements, les manteaux, les ceintures, les sacs, etc. Ouais, ça fait peu. Oui, mais je me rends compte que ça touche plus la française moyenne, quelque part, que les fringues de Christian Dior et de Saint-Laurent et de Balenciaga qu'on mettait dans nos pages. Ça me paraît quand même complètement surréaliste maintenant. Ouais, vous dites d'ailleurs aussi, vous dites, grâce à l'émission, je me suis rendu compte aussi que certaines personnes n'ont pas le budget pour se vêtir comme ils l'aimeraient. Et quand je vois mon dressing, parfois, j'ai presque honte. Mais écoutez, comme maintenant, j'ai un compte Instagram que j'alimente parce que bon, ça m'amuse et en même temps, j'espère que je donne des conseils aux gens, parce que bon, je fais des mini-vidéos où je montre aux femmes comment porter telle veste 3 fois. J'essaie de prendre, dans la mesure du possible, des vêtements qui sont abordables. Parce que je me suis rendu compte que les 1 600 € qu'on peut dépenser pour une robe Prada, ce n'est pas dans le portefeuille de tout le monde. Donc j'essaie vraiment, et je me rends compte que les femmes, elles ont des enfants, elles ont des maris, elles ont des prêts à rembourser tous les mois, elles ont des classeurs à acheter pour les enfants. Enfin, c'est le moindre de leurs soucis. C'est de se dire, tiens, je vais économiser pour acheter cette jupe. Alors, est-ce que ça veut dire aujourd'hui, Charla, est-ce que ça veut dire aujourd'hui que cette émission sur M6 vous a un peu réconcilié avec votre première partie de vie qui était dans un monde très élitiste? En tous les cas, ces années que j'ai passées dans la mode, ça m'a donné quand même une certaine légitimité. Je suis quand même une rédactrice de mode. J'ai fait mes preuves. J'ai commencé comme assistante. J'étais à 4 pattes avec le scotch et la graffeuse. Enfin, j'ai tout fait. Je connais pas tout de la mode, mais j'ai quand même une culture mode assez bien développée. Ah là là. Ça, c'est les photos. Charla, quand elle est arrivée à Paris. Exactement. Voilà. Vous avez quoi, une vingtaine d'années là? Oui, c'est ça. Exact. Ouais. Tout juste 20 ans. Je me dis que toutes ces années m'ont préparée. Bon, j'ai adoré quand même. Enfin, les voyages. Vous avez quand même évolué dans un milieu assez féerique qui en fait rêver beaucoup d'un, même si aujourd'hui, c'est un milieu qui est assez controversé, où il y a beaucoup de polémiques, notamment sur la manière dont on traite les mannequins. On a bien vu, on en parlera tout à l'heure aussi. C'est surtout la consommation de vêtements qu'ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec? On les brûle, on les... Non mais il y a une surconsommation, une surfabrication de vêtements qui me dérange. Et quand je regarde mais justement, c'était ça le début est-ce que ça me dérange de regarder mon dressing? Je me dis, c'est quand même le résultat de 30 ans de carrière où j'achetais des beaux vêtements. Parce que j'essaie d'expliquer aux gens aussi, c'est pas la peine d'acheter plein de vêtements pas chers. Il vaudrait mieux acheter peu, mais mieux. Et vous les portez pendant des années. Et vous les chérissez, ces pièces. Et il y a beaucoup de gens qui font l'inverse. Ils préfèrent en avoir beaucoup, pas très cher, évidemment, mais changer régulièrement. Justement, c'est un peu notre société de consommation. En tant qu'Américaine, je me sens encore plus coupable. C'est l'idée qu'on peut tout acheter pour rien et quand on en a marre, mais c'est la même chose pour les relations, avec les réseaux sociaux, on swipe puis on trouve quelqu'un pour un soir. C'est un peu symptomatique de notre époque, vous ne trouvez pas, Marc? Je suis un peu d'accord avec vous. Alors c'est vrai que on parle souvent de la génération Kleenex. C'est-à-dire on prend, on jette, on change, on jette, on reprend, on repart, etc. Donc c'est vrai que c'est dans ce sens. Mais on reviendra sur les réseaux sociaux. Il y a une chose, et moi je suis très très content de vous poser cette question parce que quand on parle de mode, je vais vous montrer 1 ou 2 photos. Et je me demande à un moment donné, qu'est-ce qu'on a loupé? Il y a eu cette mode, qui est quand même de l'élégance absolue dans les années 60, où on était très très chic, et on est passé à ça. Je suis un peu d'accord avec vous. Est-ce que le ciel va me tomber dessus? Non mais on est sérieux, c'est-à-dire que quand vous vous retrouvez face à ça, il va falloir qu'on m'explique où est la mode dans ce truc-là. Est-ce que c'est quoi? De l'extravagance? Est-ce que c'est du buzz? Qu'est-ce qui explique ça quand on parle de mode? Déjà, on a fait le tour de la question depuis 50 ans. Il faut dire que depuis les années 40, on va dire 60 ans, 70 ans, avec le New Look de Christian Dior,
qui a révolutionné la mode. On a subi plusieurs révolutions dans la mode. Il y avait le New Look, avec ces maîtres de tissu après les exigences de la guerre. Ensuite, avec Saint-Laurent, on avait les années 60, ou Pierre Cardin, c'est encore mieux, Courrèges, des petites robes futuristes. Les années 70, on avait l'extravagance, le pas d'éléphant, hein, les années 80, les épaules. Bon, comme des garçons, la révolution japonaise, où les vêtements étaient aussi importables, et ça continue à l'être, Bien sûr. avec comme des garçons. Bien sûr. Bon, mais c'est une mode intellectuelle. On a tout fait. Et justement, c'est un peu ça mon propos. J'ai une jeune fille qui a 26 ans aujourd'hui, qui travaille dans la mode. Et parfois, je lui dis, mais Cassia, où va-t-on? Parce qu'il n'y a plus de mode. Il n'y a plus de mode. Enfin, c'est horrible, hein, j'ai l'air d'être une vieille, mais à mon époque, on voulait être beau. C'était ça un peu le but. Élégant. Bon, élégant. Beau, élégant, Quand vous bien voyez habillé. ça. Bah, bien sûr, mais ça existe encore. Hein. Bien sûr, ça existe c'est des encore. jeunes gens Oui, c'est il récent. y a 3 mois. Mais ça, c'est quand même, ça, c'est la classe. Bah, je suis et à d'accord. côté de ça, vous avez ça. Je sais. Il faut qu'on m'explique. Et là, vraiment, je vous assure que Si quand j'avais j'ai le su que vous secret- arriviez sur le Non, mais plateau, justement, le je problème, me c'est suis qu'on vraiment dit ça. on a l'air d'être des vieux schnocks. Non, sympas comme ça, on moi. n'est pas des vieux parce que non, mais parce que même la nouvelle génération, elle est choquée par ce genre de comportement. Alors, est-ce que encore une fois, C'est pour créer le buzz. Bon, c'est les réseaux sociaux aussi. on est sur une œuvre d'art, c'est de l'art? Je pense que le créateur qui a parce qu'il y a quand même un créateur derrière. Bon, il y a toute son équipe aussi. Hein. Ouais. C'est le culte du créateur, Ouais. comme à l'époque de Hubert de Givenchy et Yves Saint Laurent n'existe plus. Maintenant, c'est encore la culture Kleenex. On les prend, on les garde un an, on les renvoie. Ils adaptent même pas Ouais. les codes de la maison. Regardez Eddie Slimane chez Céline. Ça n'a absolument rien à voir. On peut mettre n'importe quelle étiquette sur une boîte. Ouais. Et ça fait des vêtements comme ça. Franchement, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Est-ce que c'est pour avoir justement des millions de likes? Est-ce que c'est pour justement, ils ont pas de, c'est des jeunes créateurs, donc ils n'ont pas de budget pub, donc ils se disent, je vais mettre une fille habillée comme un abat-jour, plusieurs abat-jours d'ailleurs, C'est ça. et elle va faire le tour du monde et ça va faire du buzz pour ma marque. Ouais, ouais. Est-ce que ces créateurs sont frustrés parce qu'ils se disent j'ai envie de faire des beaux vêtements, mais les femmes et les hommes aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment une raison pour vraiment être beau et élégant? Qu'est-ce qu'on fait de nos journées? On fait quoi? On travaille derrière un ordi, donc on met un jogging, et on met des baskets, et on met un sweat. Bon, si on a un Zoom call, on se maquille. Si on est une fille, si on est un garçon, on fait un coup de peigne, peut-être un peu de bon. Si on est Nicolas Waldorf, on met un peu de gloss. Et parfois, on garde que le haut très Ah, mais esthétique, voilà, avec on le garde bas où on a les charentaises et les quelques chaussons, voire Exactement. pieds nus et les tongs. Est-ce que la vie, est-ce qu'il y a des raisons vraiment pour s'habiller? Moi, parfois, je prends le métro et j'adore ça d'ailleurs pour regarder les gens. Et je me dis, mais c'est juste pas possible. Il y a des filles ravissantes, on dirait qu'elles font tout pour s'enlaidir. Les garçons aussi. Et je me dis, mais est-ce que c'est vraiment la séduction? Alors là, ça aussi, c'est un mot démodé. On n'a pas le droit de plaire. On n'a plus le droit. C'est très compliqué quand même. Hein. C'est un champ de mine. Les garçons, les filles, les garçons, les garçons, les filles, les filles. Je ne sais pas. Mais l'idée de plaire, c'est très controversé. Vous pensez que c'est générationnel? Oh oui. Ah bah oui. Oui. Ah bah oui. En génération à moi, on parlait encore de séduire. Enfin, je passais ma vie sur des terrasses de café en train de draguer des garçons qui passaient. Enfin, vous aussi. Vous êtes plus jeune que moi, mais quand même. On l'a tous fait. Enfin, oui. Oui. Moi, quand j'ai posé cette question à mon fils récemment, je dis mais pourquoi tu vas pas dans un bar? Il y a plein de jolies filles autour. Oh maman, t'es tellement démodée, ça se passe plus comme ça. Je dis mais Et vous lui posez la question de savoir comment ça se passe alors pour le coup? bah c'est Tinder. Hein. Mais c'est ça, oui, c'est ça. C'est les applications sur Internet, c'est les messages, c'est les SMS. Et il y a une chanson qui disait l'autre jour, une salade, un ciné, et c'est réglé. Alors que... C'est pas très romantique. Non, c'est pas Marc, très hein. romantique. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais c'est générationnel. On est dans ce... Voilà. Alors, Donc les vêtements, pour les revenir aux vêtements, oui, vêtements. pour revenir aux vêtements. Franchement, si j'avais la réponse, Ouais. mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, quand j'ai commencé à travailler pour Incroyable Transformation, on m'a dit, Charla, tu es partie vraiment à la bonne époque, parce qu'on ne s'amuse plus. Parce qu'il y a beaucoup de contraintes aussi, Marc, que vous vous rendez pas compte. Les gens normaux ne se rendent pas compte. Mais nous, les journalistes de mode, depuis une dizaine d'années, on a les mains ligotées par les annonceurs. Et bien sûr. Donc, vous les connaissez, hein, Les parce que budgets vous voyez des... publicitaires, Mais oui. bien sûr. Donc, dans les magazines de mode qui ne marchent plus, parce que personne n'achète un magazine de mode à part moi de temps en temps,
parce que j'aime bien feuilleter dans le métro, mais je suis la seule. Hein. Tout le monde est derrière son téléphone. Bien sûr. Et ça aussi, est-ce que les défilés ont remplacé justement l'extravagance des photos de mode? Dans le temps, on faisait des voyages, bon, ça continue quand même, mais on faisait des voyages extraordinaires avec, je ne sais pas, à Moscou, et on voyait, bon, ça faisait rêver. Peut-être ça fait rêver quelqu'un, je ne sais pas, c'est peut-être pas vous, pas moi. Je crois, Charla, je pense que vous avez dit le bon mot. Est-ce que la mode telle qu'elle est aujourd'hui, qui est une mode de consommation Kleenex dont on a parlé, est-ce qu'elle fait encore rêver véritablement? Franchement, je ne pense pas. Non, je ne suis pas sûr aussi. Je ne pense pas. Déjà pour les raisons que je viens de dire, je pense que je suis peut-être un peu jaded, comme on dit en anglais. Enfin, j'ai tout vu. J'ai un peu l'impression que j'ai tout vu. Oui. Je ne veux pas avoir donner l'impression que, parce que ça me passionne encore quand même tout ça. Mais il y a peut-être un petit côté chez les professionnels de la mode. On a tout vu. Qu'est-ce qu'on va faire? On a déjà mis les mecs dans des jupes, on a mis des filles dans des pantalons depuis bien longtemps. La transparence, on l'a vu. On a mis les zizi en l'air il y a 6 ans dans un défilé de Rick Owens. On a tout vu. Donc, est-ce que ça fait rêver encore? Qu'est-ce qui peut vous faire rêver? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que être élégant, avoir de la classe, de la tenue, coûte cher? Vraiment, vraiment physiquement pour aller... Non, mais non, justement. On est bien d'accord. Ah, mais non, justement. Et ça aussi, je l'ai appris par l'émission. Parce que quand je travaillais pour les magazines, bon, de temps en temps, je faisais des sujets petit prix. Mais petit prix, pour nous, en magazine, c'est pas Shein, c'est pas H&M, c'est pas tout ça. C'est Zara, quand même. Bon, c'est pas une question d'argent du tout. Et c'est ça qui me désole parfois. C'est une question je regarde les filles dans la rue, alors, les garçons dans sûr. la rue. Bien et sûr. je dis, c'est pas une question de votre fiche de paie à la fin du mois. On peut être très bien habillé en faisant, justement, parce que depuis 20 ans, il y a toutes ces possibilités. Il n'y avait pas ça il y a 25 ans. Il n'y avait vraiment pas ça. Le début du prêt-à-porter, c'était pas il y a si longtemps que ça. Hein. C'était début des années 70. Hein. Il y avait Sonia Rykiel, Jean-Paul Gaultier, tous ces gens, mais leurs vêtements étaient chers. Là, maintenant, franchement, pour très peu de sous, bon, il faut avoir peut-être un peu de goût, mais il faut surtout avoir une connaissance de soi-même. Il faut vraiment bien se regarder dans la glace et se dire, OK, j'ai quoi comme style? J'aimerais avoir quoi comme style? Est-ce que j'ai envie d'être une baroudeuse? Est-ce que j'ai envie d'être un cowgirl? Est-ce que j'ai envie d'être un techie? Un garçon qui travaille derrière son ordi, mais qui soit chic à la Steve Jobs. Il faut déjà commencer par ça. Steve Jobs, qui n'était pas un grand élégant. Bah, il avait les collets noirs. Voilà, mais justement, tout. mais ça, c'est un style. Ouais. Et je pense que nous, ce qu'on fait à l'émission, c'est qu'on envoie des questionnaires et on demande, la première question qu'on demande aux candidats, quel est votre style? Et on donne quelques exemples. Et ils nous répondent, ou parfois ils disent, non, j'ai pas trouvé mon style. Ok, ça c'est une chose. Mais je peux être bien habillée, c'est pas une question de portefeuille, hein, c'est vraiment une question de savoir ce qui vous va. Et bon, moi je revendique quand même une certaine extravagance dans le. J'aimerais que les gens osent un peu plus. Je trouve que les filles, les garçons, ils osent pas. C'est des trucs unis, c'est des baskets, c'est des. Bon, un truc imprimé, pourquoi pas? Des rayures, pourquoi pas? Pourquoi pas des rayures avec un carreau? Bon, peut-être c'est un peu too much, mais c'est fun. Je trouve qu'on ne s'amuse plus. Je trouve qu'on ne s'amuse plus avec la mode. On s'amusait beaucoup dans les années 80. Dans les années 90, c'était minimaliste à mort. On s'amusait moins, mais on était bien habillés. Les années 2000, il y avait beaucoup plus de... Mais là, j'avoue que depuis une petite dizaine d'années, je trouve que... Ouais, vous allez même jusqu'à dire que la mode va dans une sorte d'impasse, aujourd'hui en 2023. Parce que je ne sais pas où on va. Parce qu'avant, il y avait des magazines qui donnaient des exemples. Maintenant, on a des réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'on a sur les réseaux sociaux? On a des influenceurs. Bon, moi, je suis censée en être une influenceuse senior. Mais quand je regarde des filles qui se nomment influenceurs, je dis, mais mademoiselle, vous sortez d'où? Enfin, vous avez beaucoup de confiance en vous si vous le faites, donc tant mieux. Ça c'est déjà une bonne chose. Parce que de se mettre dans n'importe quelle tenue, avec n'importe quel look, et se dire, moi je suis quelqu'un que vous devez suivre comme exemple, je trouve que ça va, il faut beaucoup de chutzpah, hein, enfin bravo. Mais je trouve qu'on est à un impasse
une impasse. Une impasse. Dans la mode, parce qu'on n'a plus d'exemples. Les magazines, bon déjà ça coûte tellement cher que personne ne les achète. Bon, le format, bon, on a des vitraux, bon. Mais de regarder la mode sur un téléphone avec un écran comme ça et s'inspirer de ces looks-là, moi je pense que c'est... Je pense qu'on doit expliquer quand même aux gens aussi. C'est devenu, il y a tellement de choix. Avant, il y avait aussi ce qu'on appelle des tendances. Chaque saison, il y avait des tendances. Il y avait une dizaine de tendances. Et tous les magazines, il y a 10 ans, 15 ans, en début de saison, dans les spéciales mode de chaque magazine, il y avait une page avec toutes les tendances. Et on faisait 10 séances, chaque séance consacrée à une tendance. C'était une espèce de bible pour la femme. Bon, elle aimait ou elle aimait pas, mais elle s'est dit, ah tiens, le rouge, ça je pourrais porter. Ah, les rayures, ah, et pourquoi pas, et le jean. Bon, ok. Mais maintenant, il y a trop de choses, il y a trop de tout. Donc, bien entendu, les gens sont perdus. Ils sont perdus. Donc, l'impasse, c'est peut-être plus facile de se dire, je vais mettre un hoodie, un pantalon de jogging et sans pipe éternelle, paire de baskets, et personne ne va me regarder, mais c'est pas grave parce que on se regarde plus. J'ai caché les miennes. Hein. Les baskets. Oh, mais oui, mais ils sont marrants au moins. Ouais, ils sont marrants. Ah oui, le tissu carreau, c'est drôle. Oui, mais il faut s'amuser avec la mode. Je pense qu'on ne s'amuse pas suffisamment. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais vous savez, il y a aussi un diktat, une rigueur de l'apparence que l'on a, et notamment au travers des réseaux sociaux. C'est vrai. Le besoin de s'identifier comme ça à des personnalités qui parfois ne sont pas très élégantes, mais on a besoin d'être à l'image de ceux que l'on admire. Et parfois, c'est pas vraiment génial. Hein. Non. Et franchement, je ne sais pas comment faire comprendre à ce public que ces gens-là ne sont pas les bonnes personnes à suivre. Mais peut-être que dans l'émission, c'est peut-être le rôle que vous vous donnez dans cette émission. J'ai déjà essayé, hein, justement. On m'a dit, Charla, on a une influenceuse qui vient sur le plateau aujourd'hui. Il ne faut surtout pas que tu la regardes à travers. Parce que j'étais là. Mais pourquoi elle a des ongles comme ça? Pourquoi elle a des cheveux? C'est une dictate comme une autre aussi. Hein. Enfin, je ne veux pas avoir l'air non plus d'être... Dieu, la déesse de la mode, mais chacun doit avoir quand même un point de vue, vrai, je trouve. Vous avez raison. Et je trouve que de moins en moins, on a un point de vue, parce qu'il y a tellement de choix, et bon, il y a une espèce de cancel culture aussi, qui fait qu'on ne peut plus dire que quelque chose n'est pas beau, ou que quelqu'un n'est pas beau. Ça, c'est sûr et certain, c'est l'époque aussi qui veut ça. Donc, c'est une bonne chose dans un sens, parce que bon, on n'est pas tous obligés d'être maigrichonne et de... Voilà, on peut quand même... Alors, il y a une autre question que je voulais vous poser justement sur tous ces mannequins que l'on voit. Alors, au-delà de l'extravagance qu'on affiche sur l'écran, je me suis posé la question, Charla, pourquoi il y a dans la mode, mais pas nécessairement française, dans le monde entier, tous ces mannequins qui font en permanence la gueule? Pourquoi tous ces mannequins sont tristes? Mais ils ont tous une... Mais vraiment, on a l'impression qu'on les... Quand on les voit comme ça, qu'on les a battus, qu'on les oblige et qu'ils souffrent. Pourquoi est-ce qu'il y a cette dynamique-là? Je travaille comme consultante. Mais ça, c'est les directives de la maison. Mais toutes les maisons font ça, toutes? Pas toutes. Vous en connaissez ou déjà? Si, alors vous avez Victoria's Secret où effectivement il y a un show et effectivement elles se marrent toutes, elles rigolent, elles sourient. Mais encore une fois, dans les années 80, si vous regardez sur YouTube les défilés de Claude Montana, les défilés de Sonia Rykiel, les filles sortaient déjà, elles sortaient en ébullition, elles sortaient parfois 3, 4, 5 à la fois, elles rigolaient. Inès de la Fressange, elle était connue pour ça. Elle sortait en rigolant, elle dansant. Pat Cleveland, elle est toujours là, hein, Pat Cleveland, et sa fille aussi. Ces filles-là, elles ont de la personnalité. Dans les années 90, il y a un truc qui s'est passé, je ne sais pas trop comment, mais justement, il fallait que tout le monde soit uniforme. Il faut être androgyne, il faut être anorexique, et il faut faire la gueule. C'est ça aujourd'hui le culte de la beauté de la mode internationale? J'avoue que la mode, on ne donne pas une très très bonne impression aux filles normales. Bien sûr. C'est vrai que des filles un peu moins maigres, bon, il faut qu'elles soient grandes quand même pour... je ne sais pas comment expliquer ça. Parce que pourquoi pas une fille petite, bien proportionnée, ne peut pas... C'est plus difficile. Il y a des règles de photo, de lumière, c'est plus compliqué. Il y a des créateurs qui ont osé aussi mettre des femmes qui avaient des formes. Oh, mais c'est très très bien. C'est très à la mode maintenant de faire ça d'ailleurs. C'est vrai.
pour justement montrer. Mais bon, l'idée, c'est pas de juste montrer une fille avec beaucoup de forme à côté d'une anorexique. Ce serait peut-être pas mal qu'on ait des filles un peu moins maigres, ça c'est vrai. Mais le fait qu'elles font la gueule, c'est un truc que je ne comprends pas. Mais ça, c'est les directives de la maison. Comme je disais il y a 30 secondes, pardon, je travaille sur un défilé couture où justement c'est à nous, c'est aux créateurs, c'est aux régisseurs et c'est à moi, la styliste, de donner les directives aux filles. On leur a dit, mais attends, ok, vous n'allez peut-être pas sourire et courir, vous portez des robes couture, donc il y a quand même certaines contraintes, mais un sourire dans les yeux. À la fin, souriez, vous vous amusez, on ne vous bat pas. Il faut quand même... Enfin, moi, j'estime qu'un vêtement porté par une fille Souriante. qui a l'air de s'amuser et heureuse de porter ce vêtement, va mieux se vendre. Incroyable que ce soit pas mis et compris, c'est incroyable. Je suis d'accord avec vous, Marc. Alors il y avait ce projet de loi du 4 mai 2017 sur l'histoire des Photoshop où il était obligé, entre guillemets, enfin, il y avait cette loi qui incitait les magazines, dès l'instant où il y avait une photo retouchée par Photoshop, de spécifier que la photo a été retouchée avec Photoshop. C'est respecté, ça? C'est respecté. Bien sûr que c'est respecté. Enfin, pour qui des contrôler images publicitaires, je ne suis pas sûre, je ne suis pas certaine que dans des pages des magazines que c'est respecté. Ben oui. Qui peut contrôler? Mais dans les images de pub, c'est marqué. Hein. C'est marqué, c'est marqué, c'est marqué. Je crois qu'il y a un organisme qui est censé vérifier ça. C'est une bonne chose? Écoutez, moi je pense que oui, pour des très jeunes filles qui ne comprennent pas comment ça fonctionne, je pense que n'importe quelle fille à l'âge de 15 ans, elle comprend que c'est retouché. Déjà, elles le font elles-mêmes. Elles achètent des apps pour 8,99 € par mois. Leurs selfies, elles peuvent tout contrôler. Elles peuvent elles peuvent mettre les seins plus... Donc elles connaissent le principe des retouches. On n'apprend rien quand même. Hein. Oui, c'est une bonne chose, effectivement, parce que bon, cette image de la femme qui est complètement irréelle, il faut quand même que les gens comprennent que c'est pas... Bien sûr qu'elle a des poils sur les bras, bien sûr que, bon, il y a des plis, il y a des rides, il y a tout ça. Je pense que maintenant, plus maintenant qu'il y a 10 ans, je pense qu'il y a quand même on est plus au courant que ça existe. Enfin, surtout que je vous dis, on peut le faire soi-même maintenant. Est-ce que une maman qui nous écoute en 2023 aujourd'hui, qui entend votre discours, dont la fille a peut-être les capacités physiques pour être mannequin, doit-elle s'inquiéter? Doit-elle l'avertir, la pousser, réfréner un peu ses ardeurs, ou est-ce que l'encourager? Écoutez, il y a eu beaucoup d'abus. Ça, on le sait parce qu'il y a des livres, il y a des gens qui sont en prison à cause de ça. Il y avait beaucoup de chefs d'agences de mannequins dans les années 80-90. Et très réputés, qui plus est. Hein. Très réputés, et puis tout le monde était au courant. Bien sûr, bien sûr. Tout le monde était au courant. Et des photographes aussi. On le savait tous. Alors quand je pense à ça, je me dis, mais comment... Enfin, on savait. Donc on a dû peut-être se dire, mais les filles aussi le savent. Les agences doivent prévenir. Mais cette idée d'envoyer des filles en masse dans les soirées arrosées, Castel et compagnie, non mais elles avaient 16 ans. Non, ça continue. Bon, il y a beaucoup plus de awareness maintenant. On est beaucoup plus au courant que ça peut arriver. Je ne pense pas que les directeurs des agences de mannequins sont en proie à des jeunes filles, parce que maintenant, lors des réseaux sociaux, tout se sait. C'est plus possible. Bien sûr. Tant mieux que c'est plus possible. Bien sûr. Mais est-ce qu'on encourage ou pas? Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'il y a... Ce qui m'inquiète le plus avec ça, c'est que les filles arrivent pour un casting. Il y a 30 filles qui attendent dehors. Il y a des filles qui arrivent. Il y a 3-4 personnes qui regardent. Elles ont le book de la fille sur un iPad. La fille arrive. Bon, bien entendu, c'est pour un boulot précis. Bien entendu, elles ont peut-être 3/4 d'heure pour faire les castings des 30 filles. Mais tout le monde n'est pas toujours gentil. Donc cette jeune fille qui arrive, elle a 14, 15 ans, 16 ans. C'est un de ses premiers castings. Elle ne sait pas comment ça fonctionne. Elle voit tout de suite qu'on trouve que... Ah mais elle est un peu enrobée. Hein. Oui, mais les jambes... oui, mais le cou, c'est pas très... Que voulez-vous, la jeune fille, en partant? C'est traumatisant. Mais c'est horrible. Oui. C'est horrible. C'est pas du bétail, ces jeunes filles. Mais bon, en même temps, c'est un business, la mode. Donc, qu'est-ce que je vais dire à la maman? Réfléchissez. Parce que, en plus, depuis 10 ans, vraiment depuis 10-15 ans,
il y a un surplus de très jolies jeunes filles partout. Maintenant on les trouve sur des réseaux. Avant, les filles étaient, bon, il y avait des concours de beauté, ou dans des petites bleds, il y avait des scouts, des model scouts qui sillonnaient la France, qui trouvaient des jeunes filles dans les écoles, enfin dans les lycées plutôt. Même dans la rue. Dans les rues, bien sûr, bien sûr. Sûr. Kate Moss a été découverte dans un aéroport. Sauvage, bien sûr. Mais maintenant, on les trouve sur les réseaux, partout. Kazakhstan, Mongolie, partout dans le monde. Et on les fait venir. Mais ça ne dure qu'un certain temps. Parce que la mode, par définition, change. Les goûts changent. Et ces filles-là, c'est pas comme il y a 20 ans, l'époque des supermodels, où Cindy Crawford était top pendant 10 ans. Elle est encore top. Maintenant, au bout de 6 mois, 8 mois, 10 mois, 2 ans, et ces filles-là, moi je dis, mais continuez vos études. Faites un peu de mannequinat sur le côté. Pourquoi pas? C'est quand même les voyages, c'est extraordinaire. On rencontre des gens, franchement, sympathiques. Et quand on fait une photo de mode, il y a une telle effervescence. On essaie quand même de faire des belles choses. Et ça, c'est quand même quelque chose de très, très motivant. Pour une jeune fille qui manque de confiance, on la rend belle, elle se sent confiante. OK, mais il faut vraiment avoir des pieds sur terre. Oui, il faut être vigilant. Hein. En tant que maman, oui. Et pour la jeune fille, il faut être solide. Hein. Il faut être solide. Je vais vous faire un aveu. Je vais vous dire quelle était la mannequin qui vraiment était presque un fantasme quand j'étais gamin. Qui ça? C'était Stéphanie Seymour. Je comprends. Stéphanie Seymour. Oui. Alors, j'ai pas pris la photo, là, je suis bête, j'en parle. Peut-être qu'il y a des tas de gens qui ne savent pas, mais elle était sublime. Une physique. C'était avant qu'on faisait... Donc, tout ça, c'était naturel, je pense. Et j'aimais beaucoup le petit côté, je suis attiré par les Bad Boys, puisqu'elle était avec le chanteur de Guns N' Roses. Guns N' Roses. Axl Roses. Bien sûr. Et moi, ensuite, elle était avec un New-Yorkais richissime. Complètement l'opposé. Elle était magnifique, cette fille. Elle avait un sourire. Mais justement, c'était l'époque où les filles souriaient. Mais on était à l'époque des Estelle Lefébure, des très belles blondes Cindy saines. Crawford, mais c'est des etc. filles saines. C'était pas des filles maigrichonnes. Hein. Elles avaient des formes. Bon, elles étaient quand même grandes et fines, mais elles avaient des formes. Et appétissantes, on va dire. C'était des filles appétissantes. Alors, vous savez que sur ABC, on parle évidemment de votre parcours de vie. Vous l'avez dit, vous avez évoqué... le fait d'avoir travaillé pour tous les plus grands magazines, que vous avez été correspondante également. J'ai eu beaucoup de chance. Oui, vous avez eu beaucoup de chance, c'est vrai. Les Vogue Amérique, Angleterre, Australie, le Elle Déco à New York, toutes ces choses-là. Donc c'est passionnant. Et alors, je trouve que vous êtes solaire et que vous êtes rayonnante, sincèrement. Non, sincèrement. Mais vous n'êtes pas spirituelle, dites-vous. Et là, je suis quand même la question qui tue. Non, mais vous n'êtes pas spirituelle, dites-vous. C'est-à-dire que vous dites, moi, je crois en rien. J'ai réfléchi depuis 2 jours. Non, j'ai réfléchi. Ça a évolué. Je suis quand même très cartésienne, c'est horrible. Hein. Mais j'étais en train de penser, j'ai toujours l'impression que mon papa veille sur moi quelque part. Ok. Il ne faut pas que je pleure. Hein. Vous avez le droit. Non. Donc, je ne sais pas, il est... Vous le Peut-être ressentez? il est quelque part. Vous le ressentez? Non, je dirais pas que je ressens mon papa. Mais... il avait une force sur ma vie, peut-être, et ma mère aussi, qui est toujours en vie. Mes parents ont quand même instauré une certaine can-do attitude. C'était une attitude très positive où je pouvais vraiment tout faire. Et j'ai parfois, quand j'ai des moments un peu difficiles, bon, je ne crie pas papa, plutôt maman, je dirais. Mais je me dis, il y a peut-être une petite aura de quelque chose, parce que... il n'est pas entièrement parti. Donc ça, c'est peut-être un peu spirituel, je ne sais pas. Un peu. Mais un peu beaucoup. Clairement. Ouais. Vous êtes spirituel. Bon, ok. J'accepte. C'est juste, je crois plus, c'est quelque chose, je ne veux pas que ça devienne l'idée de spiritualité. Je pense qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'il y a une vie meilleure après et que justement, ils ne veulent pas profiter de cette vie actuelle. Vous pensez qu'il n'y a pas une vie après ? Je ne suis pas certaine. Donc, moi, je suis très carpe diem. J'ai dit aux gens, écoutez, on ne sait pas. Peut-être il y a une vie après. Pourquoi pas? Enfin, moi, je serais très heureuse si j'avais la preuve qu'il y avait une vie après. Parce que je me dis, oh là là, cette vie est courte quand même. Elle est super courte.
Donc s'il y avait une vie après, je serais très contente, hein, pourquoi pas? Mais vous dites que vous êtes dans la gratitude pour cette vie que vous vivez Je suis là. dans la gratitude, oui. Et là, depuis un certain temps, je me dis tous les jours. Je prends le métro aérien numéro 6 pour aller à mon cours d'aquagym tous les matins. Je regarde la Tour Eiffel, je regarde à gauche la Seine, et je dis, Charla, franchement, t'as une chance folle. Je suis en train de lire parfois, mais je me force de m'arrêter parce que je trouve que, justement, bon, la vie n'est pas toujours facile. Franchement, on le sait tous. Hein. On a des enfants difficiles. L'argent, la politique, il y a des choses sociétales qui se passent. OK. Mais on a de la chance d'être en vie. Ça pourrait vraiment être pire. Pensez aux pauvres bateaux qui essaient de traverser la mer. Non, mais franchement, on a beaucoup de... Enfin, il y a des degrés de chance et pas de chance, mais je crois sincèrement qu'on crée sa propre chance aussi. Et je trouve qu'en France, depuis un certain temps, on n'encourage pas les gens de penser qu'ils peuvent prendre leur vie en main. On a quand même un petit côté, on est très aidés. Enfin, pour certains, ils estiment qu'on n'est pas suffisamment aidés. Et justement, moi aussi, parce que j'ai un fils un peu compliqué, je pense que vous le savez, Oui. je râle contre les organismes qui sont censés aider les personnes en situation de handicap. Mais on est quand même dans un pays il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour justement nous aider. Mais il y a un moment où il faut quand même que tu prennes ta propre vie en main aussi. Voilà. Est-ce que vous qui avez vécu dans beaucoup de pays, est-ce que vous avez le sentiment, on dit que la France est le plus beau pays du monde, est-ce que Paris est la plus belle ville du monde? J'ai vécu dans beaucoup de pays, et j'ai visité beaucoup de pays, je peux vous dire. Et vous avez fait le tour du monde lorsque vous étiez... J'ai fait le tour du monde en bateau, ouais. En bateau avec vos parents. Ouais, j'ai vécu au Japon, j'ai vécu en Australie, que j'aime beaucoup. Ça, c'est peut-être le numéro 2. Mais à part les araignées, mais sinon c'est pas... À part les araignées. Ah oui. Ils ont des araignées monstrueuses en Australie. Et des cockroaches. Ah non, ils ont un bétail mais démesuré. Horrible. C'est terrible. Oui. Et puis ça vole de partout. C'est terrible, c'est terrible. Ouais. Non, mais alors, effectivement, vous avez vécu un peu partout dans le monde. Vous êtes une citoyenne du monde. Franchement, avec beaucoup de recul. Et bon, il y avait des hauts et des bas, hein, parce que bon, il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années, je me suis dit, je vais rentrer aux États-Unis, parce que vraiment, je trouve que la scolarité en France pour les enfants est quand même très rigide, mais ce pays, pour beaucoup de raisons, bon, non seulement physiquement, enfin, c'est un très beau pays, vous avez vraiment de tout, nous avons vraiment de tout, parce que je suis française maintenant, depuis 1 an. C'est un beau pays, et je trouve qu'on a... Enfin, on est quand même un peuple, vous êtes un peuple bien éduqué, avec une certaine philosophie de vie qui est quand même le résultat de plusieurs décennies, beaucoup plus de... Enfin, de siècles. De siècles, c'est ça le mot que je n'arrivais pas à trouver. Que vous n'avez pas aux États-Unis. Qu'on n'a pas aux États-Unis. On est un jeune pays, mais ce n'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Mais vous avez quand même un patrimoine extraordinaire, et vous pouvez toujours apprendre du passé pour justement... Je ne sais pas, je trouve que vous êtes un pays intelligent. Parce que moi, je viens d'un pays qui n'est plus un pays intelligent. Il y a un truc tellement bizarre qui se passe aux États-Unis actuellement que je suis très contente d'être ici. Je regarde autour de moi, quand je suis aux États-Unis, j'y vais dans 10 jours, et je me dis, il y a un niveau qui est vraiment médiocre. C'est-à-dire qu'il y a un nivellement par le bas? Tout à fait. Nivellement par le bas. Et ça me désole beaucoup. Parce que je ne vois pas comment ils peuvent changer cette... Quel regard vous avez eu? Alors, à l'heure où on enregistre évidemment l'émission, vous avez, en tant que Parisienne, vécu la situation extrêmement compliquée ces dernières semaines, des situations sociales, de toutes ces émeutes, ces pillages qu'il y a pu y avoir. Et c'est vrai, ce que vous racontez de la France, de Paris, avec ce que l'on vient de vivre, alors on se dit, est-ce que c'est juste une parenthèse pour décrire notre pays? Il y a un problème d'intégration ici qui n'est toujours pas résolu. Ça, que vous avez aussi aux États-Unis. Que nous avons aux États-Unis. C'est-à-dire que socialement parlant, on est plus intégré peut-être, mais il y a un problème de racisme qui reste insoluble. Insoluble. Le racisme ambiant, il y a plus de flexibilité, je trouve, pour les hispaniques, pour les noirs chez nous,
qu'il y a ici pour les Arabes et les gens qui viennent du pays d'Afrique, je pense. Bon, ça, Et je ne sais pas pourquoi. c'est un autre registre politique et effectivement Oui, sur on va la pas chaîne, rentrer là-dedans. on évite On de va pas rentrer rentrer là-dedans. dans ce Mais, débat. Mais c'est vrai que la vie française est une vie. Donc vous êtes nationalisée Oui, je suis française. française. Je suis française Wow. depuis un an. Et je suis assez fière. C'est vrai. Ouais, j'ai pas voulu Est-ce que quand, le faire avant, mais... quand on vit toutes ces années, évidemment, avec une nationalité qui est celle qui est de votre naissance, et que vous changez comme ça en l'espace d'une année, Non, c'est mais un choc. je reste toujours américaine. Hein. Mais vous avez la nationalité Oui, française. je garde les deux. Ah, vous avez les deux. Pour l'instant, je garde les deux. Ok. Mais j'avoue que j'ai songé à l'idée peut-être de renoncer à ma nationalité américaine. C'est tellement bizarre ce qui se passe là-bas. Bon, on va pas parler Oui, politique, oui, mais oui, c'est oui. tellement bizarre. Oui, oui, Il y a oui. des changements sociétals étranges, des acquis qui sont en train de renverser, des livres brûlés. Je sais pas, c'est difficile quand même. Je trouve ça très difficile. En tout cas, vous respirez la joie de vivre, j'ai l'impression. Je suis quelqu'un de, franchement, mais ça aussi, Foncièrement positive. je pense que j'ai beaucoup de chance. Mais je dis à tout le monde, même si vous avez quand même un caractère un peu moins optimiste que moi, il faut se réveiller tous les jours en se disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que la journée soit vraiment riche et heureuse. Enfin, on mérite tous le bonheur. Mais encore une fois, je trouve ça se travaille, hein, ça se travaille. Il ne faut pas attendre que votre boss vous rende heureux. C'est à vous de le faire. Et ça, parfois, il faut se regarder, il faut se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit meilleur aujourd'hui? Bon, je suis un peu timide, bon, je vais quand même essayer de sourire plus. Je vais quand même essayer d'aller vers les gens. Et c'est ça aussi, le relooking qu'on fait sur l'émission, et l'idée de se dire, l'apparence n'est pas juste superficielle. Ça veut dire quelque chose. Quand ça vous donne de la confiance en vous. Et franchement, si vous vous sentez le meilleur de vous-même, vous pouvez bâtir grimper les montagnes. Qu'est-ce qui vous arrête? Vraiment. Parce que je trouve que c'est communicant, c'est beaucoup de bluff, hein, mais la vie aussi est beaucoup de bluff. On le sait. Il y a une si phrase, on y croit fortement. Ouais. Il y a une phrase que je pose très souvent, une question que je pose très souvent à mes invités, qui est aussi d'ailleurs, qui fera peut-être l'objet un jour d'une émission thématique sur la chaîne, qui est « Et si c'était à refaire ?» Ah, des regrets. Est-ce que vous referiez exactement la même chose? Non, rien de rien. Qu'est-ce que je ferais autrement? Franchement, je n'ai jamais planifié quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ai dit, bon, il faut affronter la vie, mais c'est difficile de programmer des choses. Mais il faut savoir saisir les opportunités. Alors, j'avais une ou deux petites opportunités que j'aurais pu saisir, que je n'ai pas fait parce que, bon, une rédactrice en chef d'un magazine très prestigieux m'a proposé d'être la directrice de la mode du magazine au moment où mon fils est né. On est parti déjeuner dans un restaurant très coté à l'époque. Elle a tellement mal parlé au serveur, tellement mal. Je me suis dit, je ne peux jamais bosser pour une femme pareille. Donc j'ai refusé le boulot. Et c'est vrai que je me dis... C'était un magazine français? Ouais. Et je me dis, si j'avais dit oui, peut-être mon trajet professionnel aurait été différent. Mais dans mes choix personnels de vie, bon, j'avais beaucoup de chance parce que j'étais freelance pendant très longtemps. Je pense que c'est peut-être un peu plus difficile maintenant d'entamer une carrière de freelanceuse, mais c'était une époque, les années 80, 90, le travail tombait. Et donc, je gérais un calendrier très, très, très chargé. Je le dis encore à mes jeunes assistantes, je dis, vous savez, il ne faut pas refuser un boulot. On vous propose un boulot, s'il y a quand même une graine de bon, on vous propose d'être prostituée, vous dites non, mais si on vous propose de faire un petit boulot qui n'est peut-être pas super bien payé, mais le photographe peut, ou peut-être vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. C'est peut-être un nouveau site web pour lequel vous pouvez travailler. Il ne faut pas dire non. Et justement, moi j'ai souvent dit oui. Et je pense que justement, j'ai évité justement d'avoir des regrets parce que j'ai presque toujours dit oui. Donc non, j'ai pas de regrets. Vous savez que dans le développement personnel, on parle souvent de la puissance du non. C'est-à-dire savoir aussi dire non. Et de ne pas être toujours dans ce... Oui, il ne faut pas être tapis ouais. Dans ce oui. C'est vrai. Vous savez dire non?
Oui, je sais dire non. Mais c'est effectivement quelque chose, peut-être, il m'a fallu un peu de temps. Ouais. Il fallait que je sois très sûre de moi-même et de mes capacités de pouvoir dire non. Je trouve que, c'est horrible, hein, ce que je vais dire encore une fois, les jeunes d'aujourd'hui, mais souvent on dit non avant de dire oui. Pourquoi on ne dirait pas, écoutez, l'idée est intéressante, réfléchissons. Alors, les pour, les contre, nanana. Il faut savoir dire non, parce que, bon, il y a aussi des situations actuellement où, surtout dans le milieu de la mode, où les tarifs ont beaucoup baissé, où on demande que vous travaillez gratuitement. Là, effectivement, je dis, il faut vraiment peser les pour et les contre. Mais effectivement, il faut savoir dire non aussi. Donc, je ne sais pas si je suis très logique. Mais même dans votre vie de tous les jours aussi, vous savez maintenant, vous osez maintenant dire non? Ça, c'est une question très intéressante. Je suis quelqu'un qui dit oui très souvent. Je suis quelqu'un de... je sais d'aménager les choses, mais j'ai quand même une forte personnalité. Le problème, c'est que je pense que moi, personnellement, j'aime bien que les gens soient bien autour de moi. J'aime rendre service, effectivement, si je peux. Peut-être je devrais dire non un peu plus souvent, mais avec mes enfants, par exemple. Vous voyez les enfants? Maman qui dit non un peu plus souvent. Ouais. Ça, c'est toujours difficile, les gens qui veulent... Et c'est pas que je ne veux pas créer de vagues, parce que la vie comme ça, mais je n'évite pas des conflits non plus. Hein. Je pense que la vie, on a forcément des conflits. Ouais. Et on peut apprendre de ces conflits et ces problèmes et on émerge plus forte après. Mais oui, peut-être. Oui, c'est peut-être justement le fait d'avoir été freelanceuse pendant très longtemps. Le oui était plus productif. On peut dire oui, et puis on peut réfléchir. On peut toujours dire non le lendemain. Bien sûr, oui, bien sûr. Parce que je pense que les portes qui se ferment, c'est difficile de les rouvrir après. Hein. Ouais. Une porte à moitié ouverte, vous... Alors dans la série des phrases un peu toutes faites aussi, il y en a une autre qui résonne après le fameux « et si c'était à refaire ». Il y a une phrase qui dit tout est juste et rien n'est grave ». Ça veut dire quoi? Est-ce que dans la vie de tous les jours, quand vous êtes parfois face à un obstacle, face à quelque chose de difficile, vous dites tout est juste, il y a une raison rien n'est grave. Il y a une raison pour et je vais sortir indemne. Il y a toujours une raison qui explique qu'on est face à l'adversité. Ça, c'est l'idée de la fatalité, ça, c'est le karma. Non, je ne suis pas très... Qu'est-ce que vous avez peur de parler de spiritualité et de Non, choses parce comme que ça, je ne pense pas que la vie... Je pense vraiment pas que la vie est tracée. Je pense vraiment, dans mon cas, moi, j'aurais pu effectivement partir à droite ou à gauche et j'ai choisi de partir à droite au lieu de partir à gauche. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois. Et je me dis, si ma vie était tracée, j'aurais pas eu ce dilemme, j'aurais pas eu ce choix cornélien. Est-ce que je... Et je me dis... Et vous avez écouté votre petite voix intérieure, votre intuition, vous l'écoutez visiblement. Oui, ça j'y crois. Donc ça fait aussi partie du chemin. J'y crois, effectivement. J'y crois, je crois qu'il faut s'écouter, ça c'est sûr. Il faut se connaître. Ça, je pense qu'il faut se connaître. Il faut vraiment. Vous êtes surtout très spirituel, oui. Moi, je vous le dis. Ça, c'est sûr. Mais écoutez, tant mieux. Vous êtes surtout très spirituel, mais c'est pas un gros mot. Je ne savais pas que j'étais spirituelle, mais vous êtes très spirituel. Si je le suis. Mais je crois vraiment dans l'être humain. Ça, j'y crois. J'y crois vraiment. Je crois dans la bonté. Je crois dans la volonté. Je crois dans. C'est pour ça que le karma, je suis pas sûre. Je me dis. On a tous une volonté, et avec une certaine volonté, une certaine intelligence, une certaine vision. Il faut quand même se projeter parfois. Il ne faut pas non plus arriver dans des situations comme une bombe. Il faut quand même prévoir. Mais je crois qu'il faut oser. Encore une fois, c'est quelque chose que je dis assez souvent par rapport aux vêtements, par rapport aux relations avec des gens. Parfois, je dis à ma fille, mais écoute, peut-être il n'est pas beau, peut-être il n'est pas comme le type de garçon que tu as l'habitude. Mais essayez, on ne sait jamais. Tu peux prendre un verre avec. Et elle prend votre succession, quelque part, votre fille. Elle est dans la mode aussi, c'est ça? Ouais. Vous êtes fière de ça ou oui, ça vous inquiète? Oui, je suis fière. Mais je suis inquiète parce que le milieu a tellement changé. Oui. J'ai une fille qui a beaucoup de talent, qui a beaucoup de goût, qui est très déterminante, mais le milieu a tellement changé
Que je m'inquiète pour elle, ouais. Je m'inquiète, est-ce qu'elle va pouvoir tracer parce qu'elle aimerait quand même avoir suivre. Qu'est-ce qu'elle veut Elle est journaliste, elle s'occupe des réseaux sociaux pour un magazine online de mode, mode business online français, qu'elle aime beaucoup et elle s'éclate. Mais c'est vrai que parfois je me dis. Oui, on peut comprendre mais bon, elle est jeune. Elle est jeune. 26 ans. Oui. Bon. Quel regard elle porte sur sa maman à la télévision, sur M6? Elle est critique? elle me soutient beaucoup. Là, tous ses copains et copines me suivent. Ils regardent. Donc l'audience a forcément augmenté depuis que les copines et copains de ma fille me suivent. Non, elle est fière. Bon, on se chamaille pas mal parce qu'on est très similaires. Ouais. Les chats ne font pas les chats. Non, les chiens ne font pas les chats. Et mais je crois qu'elle m'admire quand même quelque part. Est-ce qu'elle vous donne des conseils? Oui. Oui. Ah oui. Maman, fais pas ça, t'aurais pas dû dire ça. Oui, tout à fait. Tu fais pas Attention, maman, il faut surtout pas que tu dises. Ok, je vais pas le faire. Elle est née en France? Ils sont nés en France tous les deux? Oui. Complètement bilingue, biculturelle. Évidemment. Elle a passé l'année dernière à New York. Elle m'a dit au début, maman, j'ai trouvé ma voie, c'est ici. Les Américains, ils sont beaucoup plus ouverts, on est dynamique, c'est le pays où tout est possible. Ça reste encore vrai, je dois dire. Mais au bout d'un an, elle m'a dit, tu sais quoi, maman, je vais rentrer. Je suis un peu trop française. Justement pour des questions on a évoquées tout à l'heure. Ouais. Elle m'a dit, je ne sais pas quoi dire aux gens, il n'y a pas de culture, elle ne s'intéresse pas aux choses autres que... Bon. En tout cas, elle est là de nouveau. Bon. Donc on verra. Mais ils ont les deux nationalités. Les deux nationalités. Ils peuvent toujours repartir. Un dernier mot, Charla, parce que ça va presque faire 1 heure qu'on est ensemble déjà. C'est assez incroyable. Ça passe vite, hein, qu'est-ce que l'émission vous a apporté? Ça m'a vraiment apporté une certaine humilité. Vraiment. Que vous n'aviez pas? Je parle professionnellement, surtout. Oui. Parce que je suis arrivée vraiment d'un milieu, vraiment, hein, 30 ans j'étais sûre de moi-même, je pensais que je rendais service à ma lectrice, je pensais que je faisais des pages vraiment très facilement compréhensibles, qui donnaient des idées, je comprenais vraiment pas pourquoi une femme ne pouvait pas, si elle voyait un beau vêtement, elle ne pouvait pas économiser pour acheter ce vêtement parce que c'était important d'avoir un beau vêtement, parce que ça, bon, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de femmes qu'à la fin du mois n'ont même pas de quoi payer, de remplir leur caddie. C'est horrible, mais c'est vrai. C'est la réalité. Je suis désolée, mais c'est la réalité pour beaucoup de gens. Donc la mode, ça m'a rendue vraiment humble parce que je me dis, bon, et en même temps, j'avais l'impression d'être utile. J'ai l'impression d'être utile. Je me dis, si je peux au moins changer la vie, ou même si c'est juste pour un jour, parce que les candidats passent des journées quand même, je pense, plutôt sympathiques avec nous. On s'amuse, elles sortent, bon, qu'elles aiment ou pas, elles se voient autrement. C'est ça l'important, elles se voient autrement. Je peux porter une robe. Elles ont des a priori très souvent sur elles-mêmes, et les garçons aussi. Ils disent, mais j'ai jamais pensé que je pouvais mettre un t-shirt. Et vous vous renseignez de savoir si justement les personnes que vous avez coachées, transformées, si je puis dire, ont continué à garder cette ligne de conduite? Parfois, on les fait revenir sur l'émission. Oui, oui et non. Okay. Oui et non. Franchement, y en a qui ont besoin d'un petit boost quand ils arrivent, un petit changement de... Mais franchement, la volonté est là. Les cheveux, elles continuent. Elles se maquillent, elles font leurs ongles. C'est des petites attentions. Et il y en a une ou deux, franchement, qui sont revenues en disant « Vous avez changé ma vie ». Mais ça, c'est extraordinaire. C'est le plus beau. Changé ma vie. Je pense que c'est la plus belle des déclarations. Oui, et puis on a eu un garçon une fois, il était SDF. On l'a transformé pour son rendez-vous d'embauche le lendemain. Il a eu le job. On était tous en larmes. Magnifique. Vraiment, c'était fabuleux. Il a eu le job. Il a dit, je ne me suis jamais senti aussi fort. Et oh là là, je vais pleurer. Ça vous touche, hein? Mais c'est touchant. Les gens qui regardent l'émission souvent disent, oh mais Charla, elle en joute, hein, on en ajoute, elle pleure. Mais vraiment, c'est très émouvant quand même. Mais on a effectivement le sentiment que la Charla d'il y a 20 ans ou 25 ans, en plein cœur de ce showbiz de la mode, n'aurait pas eu cette sensibilité-là. Peut-être pas. Non, peut-être pas. Mais je ne connaissais pas.
C'est pas que je vivais dans une tour d'ivoire. Enfin, je côtoie des gens dans le supermarché et dans le métro aussi. Mais je ne suis pas rentrée dans leur vie. En une journée, sur un plateau de Incroyable Transformation, on rentre un peu dans la vie de quelqu'un. Bien sûr. Et on connaît les souffrances, on connaît les... Et on se dit, mais attends, je savais pas que le harcèlement à l'école pouvait, 20 ans plus tard, encore avoir de l'impact sur quelqu'un. Qu'un mec qui quitte sa femme et les 2 enfants, elle le laisse seul. Franchement, les gens sont courageux. Courageux. Vous savez quel est le film, pour terminer, qui symbolisait le milieu de la mode? C'était... Funny Face? Non, le Devil Wears Prada. Exactement, le diable s'habille en Prada. Et je trouvais que ça, j'ai l'impression que c'est pas une caricature de la mode. Non, c'est pas une caricature. Hein, j'ai l'impression que c'est bien comme ça. Hein. C'était vraiment ça se passe comme ça. Ouais. Bon, c'est un film qui a maintenant 15 ans. Hein. Oui, mais je trouve qu'il n'est pas démodé. Le personnage de Meryl Streep était modelé d'après la rédactrice en chef actuelle de Vogue Américain. Exactement. C'était un peu exagéré. Mais j'étais assistante à Vogue Américain à mes débuts. Je sais très bien comment ça se passe avec des voitures, chauffeurs. Mais qui est une femme absolument odieuse. Qui ça? La femme dans le film. Oui, dans le film. Meryl Streep dans le film, Je ne pense pas que Anna Wintour soit si odieuse. Je pense qu'elle est froide et distante parce qu'elle a besoin de se préserver. Donc c'était un peu exagéré quand même. Mais c'est aussi un jeu. C'est aussi une manière, voilà, on entretient le mythe. Hein. On entretient le mythe un peu elle, aussi. dans son cas, elle, je ne suis pas non. sûre. Bon. Je la côtoie depuis 30 ans. Elle est assez timide, hein, le personnage. Mais Miranda Priestley, qui est justement le rôle incarné par Meryl Streep, c'est une caricature. Mais tout ce qui se passe autour, et j'ai connu des personnages comme cette rédactrice en chef. Ouais. J'ai travaillé pour une rédactrice de mode, en chef mode, qui faisait pleurer toutes ses assistantes, sauf moi. J'étais la seule, parce que je rigolais. Mais bon, non, il y a... Comment vous perçoivent vos équipes aujourd'hui? Comment est-ce que je les perçois? Non, comment ils vous perçoivent? Ah, mais ça, il faut leur demander, je ne sais pas. Mais non, mais visiblement, vous avez l'air assez attentionné avec eux. Oui, je les adore. Non, mais on est vraiment comme une famille. Justement, les 3 filles qui m'ont assisté qui m'assistent sur Incroyable Transformation. Il y en a 2 avec qui j'ai bossé la semaine dernière. La 3e, c'est ma directrice artistique qui m'aide à faire tous mes réseaux sociaux. Donc, c'est des filles que j'adore. J'espère que j'ai réussi à inculquer une certaine notion de professionnalisme, culture mode, parce que c'est quand même mon métier. Mais on peut faire tout ça en étant gentil aussi. On n'est pas obligé d'être une dragonne. Oui, c'est ça. Il y a un ami à moi qui s'appelle Yannick Alain qui a écrit un livre qui s'appelle « Les gentils aussi ont le droit de réussir ». Ah ben voilà. On est d'accord. Mais parfois, on se dit, il faut être méchant pour réussir. C'est l'image qu'on en a en France, en tout cas. J'ai beaucoup de problèmes avec ça, justement. Ouais. Les 2 dernières questions. Incroyable Transformation, nouvelle saison. 17, bon pendant 15 jours. Hein. C'est une mini-saison, hein, mais du 17 au 20... J'ai pas les dates. Ben, moi non plus. Ça commence le 17 à 17h30. Juillet, hein? C'est le lundi, oui, le lundi juillet. 17. Okay. On aura 10 inédits. Donc, vous aurez 15 jours de bonheur. Et puis bon, il y a les rediffs tous les matins, pendant tout l'été, je pense. Il y aura plein de rediffs. Et puis, on verra à la rentrée ce qui va se passer. Vous avez des projets? Mais j'ai un projet de livre, éventuellement. Bah oui, là, je sais que tout le monde fait des livres. J'espère qu'on les lise encore. Ouais. Il y a beaucoup de livres aussi qui ont été faits sur la mode et comment le porter, comment être. Mais j'aimerais justement faire un livre guide pratique, quoi. Dernière question cette fois-ci, et c'est vraiment la dernière. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Franchement, pas grand-chose. Je suis une femme comblée, vraiment, de tout point de vue. Enfin, j'aimerais que mes enfants réussissent. Des petits-enfants? Oh, non, je ne suis pas encore là. Hein. Non, ça me marque, non. Non. C'est une blague d'ailleurs, l'émission. Hein. C'est une grosse blague. Charles, grand-mère. Ah. Bon, ça viendra un jour. Alors, hein. je sais que vous ne voulez pas parler de votre âge. Et évidemment, je ne vous ferai pas l'indécence de vous poser la question. Bon, je vous ai donné des indices quand même. Non, puis ça ne se fait pas. Non, vous êtes quel signe? Sagittaire. Sagittaire. Et je suis assez typique, je trouve, des Sagittaires. Vous savez ce que j'allais dire? Vous incarnez bien le Sagittaire. Je pense. Hein, je pense aussi. Ouais. Ah bon? Oui, je pense aussi. Ouais. Merci beaucoup, Charla. Merci Marc, c'était un plaisir. Hein. C'était un plaisir partagé. On a passé une petite heure ensemble. Je suis très content. Et si le livre sort et que vous l'écrivez, et voilà, aussi vous nous faites l'honneur de votre présence, vous revenez avec plaisir. Ah, mais avec plaisir. Embrassez Nicolas. Ok, je vais le faire. Toute l'équipe. Ouais. Et puis le 17 juillet sur M6.
Incroyable transformation. J'en ai besoin ou pas? Oui, un petit peu. Ah, si, j'espère que vous êtes au rendez-vous. Hein, Non, je dis j'en ai besoin de la transformation ou pas? Ah, vous, Il y a non. un petit peu de travail à faire ou pas? Non, ça va? non, très Vous bien. me dites, hein? Très bien. Vous me dites, bon. Pour les baskets, heureusement, Ouais, il y a un peu de fantaisie dessus. Hein, parce que sinon... Merci. Pourquoi il perd le Mais restez mocassin assise parce qu'on va envoyer le Il perd le générique. mocassin sans chaussettes. Ouais, je sais. Souple, Mais je vous expliquerai pourquoi. confortable. Merci beaucoup, Charla. Merci Merci infiniment. de Merci à votre tous. accueil. Merci, vous partagez, vous commentez. Salut, à bientôt.